Bienvenue dans l'Esprit d'Actu. Peut-on prouver l'existence de l'au-delà? Pour en parler, je reçois le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Alors bonjour, docteur Jean-Jacques Charbonnier, vous êtes médecin anesthésiste. Donc l'objet de votre livre, c'est de parler des expériences de mort imminente. Alors qu'est-ce qu'une expérience de mort imminente? En fait, il y a 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, et les expériences de mort imminente font partie de ces 7 raisons. C'est la première. Donc il faut être très précis. Donc je suis anesthésiste réanimateur, et le terme de mort imminente, ça veut dire quelque chose qui est aujourd'hui dépassé. Parce que les personnes qui ont vécu un arrêt cardiaque ont vécu une expérience de mort provisoire. Ces personnes-là sont réellement mortes. Dans les 15 secondes qui suivent le dernier battement cardiaque, l'électroencéphalogramme devient plat. Ça, on ne peut pas contester ça. Ça a été mesuré. Et on sait aujourd'hui que la définition de la mort clinique, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral, c'est l'électroencéphalogramme plat. Donc toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenues de la mort clinique. On ne peut plus dire aujourd'hui personne n'est revenu de la mort. Si, ces personnes-là sont revenues de la mort. Parce que 15 secondes, c'est vraiment très peu. Il faut savoir que dans nos unités de réanimation ou de soins intensifs, il y a une période incompressible d'au moins 2 minutes avant que l'infirmière arrive pour faire les premiers massages cardiaques, qu'elle injecte l'adrénaline. Et même ça, ça ne fait pas repartir donc un cerveau, puisqu'on a montré aussi qu'il y avait entre 5 et 20% du débit cérébral par les manœuvres de réanimation, c'est-à-dire par les manœuvres de massage cardiaque externe. Donc la période de 15 secondes, elle est largement dépassée. Et toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenues donc, de la mort clinique. Et on peut dire aussi qu'il y a ces expériences-là qui arrivent en dehors de la mort. Donc en dehors de ces conditions de mort provisoire, on a des personnes qui ont connu la même expérience pendant un marathon, pendant un orgasme, pendant différentes possibilités de concentration aussi, de respiration, de méditation. On peut avoir ces expériences de mort imminente. Et c'est le cardiologue Pim van Lommel qui a publié dans The Lancet ce chiffre. Préciser ce qu'est de Lancet, une revue de référence. C'est une revue à comité de lecture, une revue scientifique à comité de lecture, donc avec une majorité quand même, il faut bien le reconnaître, de matérialistes, de scientifiques matérialistes, qui valident ou pas des écrits, donc, ou des études. Pim van Lommel a fait une étude sur 344 patients victimes d'arrêt cardiaque entre 1989 et 1992. Donc c'est quand même 20 ans en arrière. Sur ces 4 ans, dans 10 hôpitaux hollandais, il a étudié 344 cas de patients qui ont été victimes d'arrêt cardiaque, donc de mort provisoire. Et il a vu que dans 18% des cas, ces personnes racontaient la fameuse expérience dite de mort imminente, que moi j'appelle expérience de mort. Justement, que racontent ces personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente? Que racontent-elles exactement? Il y a un récit commun qui est notamment une sortie du corps. Oui, notamment. Donc pour en revenir à cette étude, elle a été publiée dans The Lancet en 2004. Donc relativement récemment, mais il faut quand même dire qu'il y a 20 ans en arrière, donc c'est un petit peu poussiéreux tout ça. Et on a fait des progrès en réanimation, on a fait aussi des progrès dans la communication, donc les personnes ont un discours moins marginalisé et vont volontiers, enfin en tout cas plus volontiers, confier... donc la parole se libère. La parole se libère. Alors pour en revenir à l'expérience, quelles que soient les cultures, les religions, les philosophies, le sexe, le niveau socio-économique du pays, etc., il y aura toujours la même séquence événementielle. En gros, il faudrait faire le portrait robot de celle ou celui qui vit l'expérience. La personne sort de son corps, elle voit ce qui se passe autour de son corps, elle voit son corps, mais elle voit ce qui se passe autour, c'est-à-dire par exemple une plaque qui est située sous une table d'opération, un dentier, qu'une infirmière range dans un tiroir, ce qui se passe même à distance. Tout ça a été prouvé de son corps. Ben oui, ça a été prouvé et colligé donc par les témoins qui étaient là. Ce qui se passait dans un bloc opératoire à côté, dans une salle d'attente, à distance du corps, les personnes sont capables d'identifier ce qui se passe.
C'est complètement incompréhensible pour une pensée matérialiste, réductionniste. Mais il faut donc évoluer sur le plan de la connaissance et puis accepter ces témoignages. Ce n'est pas parce qu'on ne les explique pas qu'il faut absolument les rejeter. Pourtant, c'est ce que font la majorité de mes collègues scientifiques. Sous prétexte qu'on ne comprend pas tous ces témoignages, eh ben, ils n'existent pas. Il y a forcément quelque part des gens qui sont des mythomanes. Ou enfin, il y a une explication, je dirais, rationnelle à l'irrationnel. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils se rassurent. Parce que nous avons, à notre insu, un système au niveau cérébral qui nous fait rejeter les informations que l'on ne comprend pas. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de dire « oui, tout ça ne m'intéresse pas, je ne veux même pas en entendre parler parce que ce sont des foutaises ». En gros, c'est comme ça que réagissent mes confrères qui sont intoxiqués par la pensée matérielle. Alors justement, parmi les nombreux cas que vous citez le cas de Pamela Reynolds. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous parlez d'un cas vraiment incontestable. C'est un cas incontestable, d'ailleurs ça fait partie des 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà, c'est la deuxième bonne raison de croire à l'au-delà, ce cas de Pamela Reynolds. Alors, autant pour moi, je pensais qu'il avait été publié dans The Lancet. Pin Van Nomen en a parlé dans un autre article qui n'était pas le Lancet. Alors, il y en a qui font des hauts cris, ils disent « Oh, il a dit que c'était le Lancet et ce n'était pas dans le Lancet ». Peu importe. Le chirurgien qui l'a opéré n'est pas un mythomane. Et il a donc communiqué, il a publié là-dessus. On l'a vu dans des films vidéo où il expliquait ce qui s'était passé. Pamela Reynolds aussi a été vue et elle a écrit aussi ce qui s'était passé. Je veux dire, c'est pas parce que ce n'est pas dans le Lancet que ça n'existe pas, cette expérience-là. Bon, mais elle sera probablement jamais dans The Lancet en plus parce que... Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est-à-dire, il y a vraiment une sortie du corps? Oui. Alors, l'expérience en elle-même, elle a été tout à fait fortuite et inattendue. Pamela Reynolds est une jeune femme qui doit se faire opérer d'un anévrisme cérébral. Pour faire cette opération de dernière chance, qui est une opération à risque, on est obligatoirement tenu à interrompre la circulation cérébrale de Pamela Reynolds pendant plus d'1 heure. Pour faire ça, on est obligé de refroidir son cerveau à 15 degrés. À cette température, il n'y a aucune possibilité d'avoir le moindre échange biochimique entre deux neurones. Donc on est sûr, je veux dire, qu'on est en état de mort clinique. D'un point de vue scientifique matérialiste, c'est la mort clinique intégrale. On mesure l'électroencéphalogramme, on mesure le potentiel évoqué auditif, enfin peu importe, ce sont des moyens de vérifier si le cerveau est bien hors circuit. Eh bien, tout est plat. L'activité électrique est nulle. Dans ces conditions, il n'y a aucune possibilité d'avoir la moindre perception, d'avoir la moindre vision, la moindre audition. Et pourtant, Pamela Reynolds, à son réveil, décrit son intervention, les gestes qui ont été faits par le chirurgien Spitzer, la conversation qui avait eu lieu entre le cardiologue et le chirurgien. Tout a été noté sur le cahier de bloc, les instruments qui ont été utilisés. Alors franchement, ça vraiment, ça suffit. C'est une excellente raison de croire qu'il y a une vie après la mort cérébrale, après la mort clinique. Parce que là, on est véritablement, d'un point de vue médical et anesthésique et réanimation, dans un état de mort clinique provoquée. Une mort cérébrale. On va même plus loin que la mort clinique. Parce que la mort clinique, elle est réversible ou irréversible. Et dans ces cas-là, normalement, s'il n'y a pas une hypothermie, elle est irréversible. Et là, on a un cas d'école de mort cérébrale provoquée, irréversible, s'il n'y avait pas l'hypothermie. Donc, c'est bien la preuve que sans notre cerveau, on est capable d'avoir une conscience. Et ce qui est le... Donc la conscience est indépendante du cerveau. La conscience est indépendante du cerveau. Et ce qui est encore plus interpellant, c'est que la conscience est encore plus performante lorsque notre cerveau n'existe plus. Comme si notre cerveau était un filtre d'information. C'est ça qui est fascinant. Pour le scientifique que je suis, ça m'interpelle beaucoup, mais ce n'est pas parce que je n'explique pas ce phénomène que je le rejette. Je dis simplement, la pensée matérialiste vole en éclats, et les paradigmes de la mort volent en éclats devant... Alors justement, vos détracteurs, qui sont souvent des matérialistes, affirment quant à eux qu'il s'agit là d'hallucinations dues à des endorphines. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je leur dis simplement qu'on peut donner toutes les explications matérialistes qu'on veut. On est incapable de dire comment des endorphines, comment une hypoxie, comment des récepteurs kétaminergiques, ou bref, il y a d'autres termes plus ou moins savants qui font chic, sont capables d'expliquer comment une personne est capable de décrire ce qui se passe à distance de son corps, au moment même où son cerveau ne fonctionne plus. Là, vous avez beau stimuler toutes les zones du cerveau, comme certains matérialistes le font actuellement avec des petites électrodes, ils n'arriveront jamais
à provoquer une sortie de corps reproductible comme l'est l'expérience de mort imminente ou de mort provisoire, pour que la personne soit capable de décrire ce qui se passe à des kilomètres de là, ou même dans une autre pièce. Donc ça ne peut pas être une hallucination, ça ne peut pas être quelque chose qui s'explique avec des sciences matérialistes. Alors souvent, ces personnes qui ont vécu l'expérience de mort imminente sont totalement bouleversées ensuite. Vous pouvez nous décrire des exemples de personnes, leur comportement change complètement suite à cette expérience? Bien sûr. Et elles ont bien du mal d'ailleurs à nous transmettre ce qu'elles ont vécu. Elles ont bien du mal à essayer de faire passer l'information. Et surtout si en face de ces personnes, il y a des grands savants matérialistes qui vont marginaliser leur discours, qui vont se moquer ou qui vont psychiatriser le discours en disant « oui, ça c'est de la schizophrénie, on va faire une ordonnance en mettant des neuroleptiques ». Voilà. Et donc, cette transformation est absolue pour tout le monde. Un chiffre parlant, 75% de personnes qui ont vécu l'expérience divorcent dans les 10 ans. Tout simplement parce que, surtout si leur vie d'avant était dans les valeurs matérielles, comme c'est dans le monde occidental, c'est beaucoup ça, hein, on est dans le monde matériel, ben, si l'expérience se déroule dans ce contexte-là, eh bien, la personne va revenir complètement changée. Elle va se détacher des valeurs matérialistes, elle aura connu ce qu'était l'amour inconditionnel rencontré dans la lumière, un amour qui n'est pas... Puisqu'on parle d'une lumière, notamment, il y a une sortie du corps, oui. On entre en contact avec une espèce de lumière qui irradie complètement. Dans cette séquence événementielle, j'étais simplement sur la sortie de corps, mais après, bon, il y a le fameux passage dans le tunnel, il y a la lumière, une lumière qui est d'un amour absolu, inconditionnel, la connaissance absolue, l'omniscience, on sait tout sur son futur, sur son passé, on sait tout aussi de toutes les sciences. Il y en a un qui est revenu, Jean Morzel, qui dit « Quand j'étais à la lumière, je savais tout sur tout, maintenant que je suis revenu, je sais qu'une chose, c'est que je savais tout sur tout. Mais après, les mathématiques et tout ça, je ne sais plus rien, mais quand j'étais de l'autre côté, je savais tout sur tout. » Et puis, il rencontre un tel amour, et ça, c'est un petit peu vexant pour nous quand même qui restons sur cette planète, parce qu'on est malheureux de voir nos êtres chers disparaître. Mais eux, ils sont dans un tel bonheur qu'ils n'ont pas du tout envie de revenir. C'est un petit peu vexant quand même pour nous, parce que nous, on a l'amour qu'on a pour la personne qui est partie de l'autre côté, et on espère que cet amour soit réciproque. Ben, bien sûr, il l'est. Mais l'amour de l'autre côté est tellement formidable qu'il balaye d'un revers de main tout l'amour terrestre. Pourtant, les amours terrestres sont puissants. Donc là, c'est le côté expérience mort imminente positive, mais également des expériences de mort imminente négatives. Oui, il y a des négatives. Et là, il y a certains témoignages qui parlent carrément de l'enfer. Il revient de cette expérience négative en ayant vécu l'enfer. Oui. Alors il y a ce côté manichéen, le bien, le mal, mais dans l'expérience classique, les gens sont dans la lumière, c'est la majorité des discours. Hein. Ils voient des êtres chers disparus, ils rencontrent des guides spirituels, Dieu quelquefois, et puis il y a ce retour qui est vécu comme quelque chose d'assez douloureux. On revient dans un corps comme... ils n'ont pas envie de revenir. Non, ils n'ont pas envie de revenir. L'un d'entre eux dit, je suis revenu dans ce corps de douleur, comme s'il y avait une main qui voulait rentrer dans un gant qui était trop petit. Donc tellement c'était pénible. Et il y a aussi ces expériences négatives, donc qui seraient en dessous de 5% selon les témoignages et selon les études. Moi, je n'en ai pas vu beaucoup, j'en raconte quelques-unes dans ce livre parce que je crois qu'il faut en parler. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de facteur prédictif, on ne sait pas, c'est pas ceux qui se sont suicidés plus que les toxicomanes ou que les autres qui font des expériences plutôt négatives. Il est sûr qu'il n'est pas facile déjà de raconter une expérience classique, a fortiori lorsqu'elle est négative. C'est pas très glorieux de dire qu'on a traversé l'enfer, qu'est-ce qu'il a fait celui-là pour mériter tout ça, quoi. Une étude prospective plus large a montré qu'il n'y avait pas de facteur prédictif, il n'y avait pas davantage d'expériences négatives chez les suicidés ou les toxicomanes, mais il y a aussi, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, une leçon qui est retenue de cette expérience négative. Lorsqu'ils arrivent à communiquer ça, ils ont retenu une leçon. Autrement dit, un avertissement de l'au-delà, leur disant, ben voilà, mon petit vieux, si tu continues à te comporter comme ça sur cette planète, eh ben voilà ce qui va t'arriver de l'autre côté. Donc ils sont transformés de la même façon. Ils n'ont pas pour la plupart, je dis bien, parce qu'il y en a qui sont quand même troublés par ça, qui peuvent développer des psychoses ou des névroses d'angoisse, obsessionnelles même. Pour la plupart, ils sont libérés de la peur de la mort comme les autres. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique où on leur dit, bon,
de l'autre côté, on leur dit il faut changer ton comportement et ça se passera bien. Donc ils sont sûrs qu'en changeant leur comportement terrestre, ils vont se sentir bien. Donc comme les autres, ils vont se tourner vers des valeurs caritatives, humanitaires, ils vont vouloir donner de l'amour aux autres. Ça sera la principale, donc, le principal objectif de toute leur vie restante, c'est de donner de l'amour aux autres par différents moyens. Certains vont devenir aussi développer des qualités de magnétiseur, de médium, artistiques, parce que je pense que les qualités artistiques viennent aussi d'une conscience intuitive. Des informations viennent d'ailleurs. Il y a des artistes qui le savent très bien que ce n'est pas leurs petits neurones qui fabriquent des morceaux de musique ou des romans ou des peintures. Ils savent très bien que l'information vient d'ailleurs et que leur cerveau n'est qu'un récepteur d'informations. C'est ce que nous disent ces expériences de mort provisoire. Elles nous disent que nous avons d'un côté une conscience analytique reliée à nos 5 sens, qui nous situe dans le temps et dans l'espace, et lorsqu'on arrive à se débarrasser de ce bruit assourdissant, de cette conscience analytique, même de notre vivant, hein, il y en a qui arrivent à le faire, eh bien, on est branché sur une conscience intuitive qui est capable de recevoir des informations et qui est reliée à toutes les perceptions extrasensorielles, la médiumnité, la télépathie, la prémonition, l'intuition, les informations artistiques. Tout ça arrive sur notre conscience intuitive quand le bruit assourdissant de cette conscience analytique s'éteint, c'est-à-dire, c'est sûr, au moment de la mort provisoire. Alors, dernière question, est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra prouver scientifiquement l'existence de l'au-delà? Ah oui, je pense que oui, à condition de changer de science. Si on est enfermé dans la science matérialiste, on n'y arrivera pas, ça c'est sûr. Là, ils n'en peuvent plus, les matérialistes, maintenant. Et ça leur arrive de tous les côtés, ces témoignages, la médiumnité, qu'est-ce que c'est? Les expériences de mort provisoire, qu'est-ce que c'est? Quoi? Un cerveau qui s'arrête de fonctionner? On a une conscience encore plus performante? Bon, si la science, c'est ça, on n'y arrivera pas. Mais là, la science matérialiste, elle est prête à exploser, quoi. Donc, moi, ce que je veux, ce que je souhaite, c'est pas publié dans The Lancet, c'est de dire aux gens, et aux scientifiques en particulier, le matérialisme est mort. Il faut changer de science. Il est grand temps. Nous sommes en 2012. Réveillez-vous. Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Alors, merci à vous, docteur Jean-Jacques Charbonnier. Merci de m'avoir accueilli. C'était très agréable de discuter avec vous. Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage vraiment passionnant, 7 raisons de croire à l'au-delà, donc aux éditions Guy Trédaniel.